Bonjour, bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne B2A Tech. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la programmation mobile en Flutter. Alors pour ceux qui ne savent pas, Flutter donc c'est un framework du langage de programmation Dart, Dart qui a été développé pour Google. L'avantage majeur de Flutter, c'est que c'est un langage qui est cross-platform. Plutôt, c'est un framework qui est cross-platform. Ce qui veut dire que lorsque je l'exécute, je pourrais avoir une version de mon application, donc une version mobile pour iOS, pour Android, une version logicielle, donc une version desktop, ainsi qu'une version web. Donc, en grosso modo, on peut dire que dans la programmation, on a la programmation native. Donc, pour chaque système d'exploitation, on est obligé d'utiliser un certain langage précis. Tout comme on a la programmation cross-platform. Alors la cross-platform, elle nous évite, on va dire, de faire un double, voire un triple, voire un quadruple travail. Nous avons directement notre framework. Il y a aussi le React de JavaScript, le React Native. Donc le React Native ou le Flutter, ou même le Kotlin, nous permettent donc directement avec un code source de générer différentes versions pour chacun des systèmes d'exploitation précis. Alors, sans trop tarder, on va passer au vif du sujet. Là, je suis sur l'interface de Visual Studio Code, donc je vais lancer mon projet. Alors, une fois que vous avez ouvert Visual Studio Code, vous cliquez donc sur le raccourci, comme c'est indiqué ici, CTRL-SHIFT-P. Et là, vous avez un choix, donc vous avez le choix d'ouvrir différents projets, et là, ce que je vais choisir, c'est Flutter New Project. Alors, il faut faire attention, c'est Flutter New Project et non pas Dart New Project. Il faut savoir que le langage de programmation qu'on va utiliser, c'est le Dart. Mais le Flutter, c'est un framework. C'est comme on va dire Angular, Vue ou Express par rapport à JavaScript. Donc je clique sur Flutter New Project. Et là, j'ai différents choix qui s'offrent à moi. Et ce que je vais choisir moi, c'est Application. Très bien. On me demande de choisir donc où est-ce que je veux enregistrer le fichier. Donc là, j'ai déjà un dossier tout prêt. Et je vais créer un sous-dossier. Donc le sous-dossier, je vais faire un clic droit, nouveau dossier, et je vais l'appeler par exemple App Manager. Select Project. Très bien, donc maintenant on me demande de donner un nom donc, au projet qui va être à l'intérieur du projet, donc un sous-projet à l'intérieur du projet. Je vais l'appeler App, donc je peux l'appeler comme je veux. Alors là, si vous remarquez, déjà j'ai une erreur. Il faut savoir une chose, c'est que le nom du projet ou du sous-projet ne peut pas contenir une majuscule, ni de majuscule, ni de caractères spéciaux, ni d'espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire app-bas manager. Très bien. Et je clique sur Entrée. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est que lorsqu'on crée un fichier Flutter, un fichier Dart ou un projet de développement d'application mobile en Flutter, contrairement aux autres langages de programmation, quand je crée le projet, je vais avoir différents dossiers, sous-dossiers, ou fichiers qui vont se générer automatiquement. Alors, pour un début, les fichiers qui vont nous intéresser le plus, ou sur lesquels on va beaucoup se concentrer, on va exploiter énormément, donc c'est le dossier lib, qui va contenir donc la classe qui va s'exécuter, donc notre code source, et donc à chaque fois que vous voulez rajouter un fichier, ça sera dans le dossier lib. Et le fichier pubspec YAML. Alors par rapport à pubspec YAML. Alors concernant le fichier pubspec YAML, alors comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous créez votre application Flutter, vous allez automatiquement avoir un certain nombre de dossiers et de fichiers qui vont être générés. Pubspec YAML représente l'un des fichiers les plus importants par rapport à notre développement mobile. Et on va ensemble voir pourquoi. Alors, pubspec YAML, donc c'est un fichier de configuration. C'est le fichier de configuration principal. Donc si vous avez des bibliothèques, des dépendances, des assets, des polices à rajouter, surtout en local, vous êtes obligé de les mentionner et de les énumérer dans ce fichier en question. Alors, ce fichier, quand vous ajoutez vos éléments, des fois on va dire que les fichiers sont rajoutés automatiquement, mais des fois vous avez besoin de faire une mise à jour. Donc pour cela c'est simple, il vous suffit juste de rajouter, on va voir ça un peu plus ensemble, enfin un peu plus en détail ensemble un petit peu plus tard. Dans le cas où votre mise à jour n'a pas été effectuée, donc après avoir rajouté des images, des icônes et tout, donc il suffira juste de rajouter donc dans le terminal la commande flutter pubget. Alors
Pour ceux qui se sont posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un asset ou qu'est-ce que c'est que des assets? Alors les assets, c'est tout ce qui est fichier externe à votre programme. Donc ça peut être des images, des icônes, des logos, une police que vous avez téléchargée par exemple, ça peut être un fichier JSON et ainsi de suite. Donc tout ce qui n'est pas, on va dire, initialement dans votre fichier, enfin dans votre projet, donc tout ce qui est fichier externe, vous êtes obligé de l'énumérer, enfin dans le cas où vous êtes en local, vous êtes obligé de l'énumérer dans le fichier pubspec YAML. Et ces fichiers en question, donc ces fichiers-là, sont nommés les assets. Très bien, on continue. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en développement mobile, tout ce que vous allez créer, donc tous les éléments que vous allez rajouter à votre application sont considérés comme étant des widgets. Alors ça peut être une zone de texte, ça peut être une image, ça peut être une icône, ça peut être un bouton, un radio button, ça peut être une case à cocher, ça peut être un bouton, ça peut être un bouton flottant. Donc tous les éléments visuels de votre application sont concernés comme étant des widgets. Alors les widgets peuvent être catégorisés en 6 catégories différentes, voire plus. Là, ça dépendra de la littérature. Vous pourrez trouver d'autres catégories. Mais les catégories qui se répètent, c'est les suivantes. Donc nous avons les widgets basiques, les fondamentaux, les widgets d'interaction, d'affichage, de mise en page, d'animation et les widgets avancés. Alors pour les widgets basiques, donc nous avons le container, le colonne et le row, donc si vous voulez afficher en horizontal ou de manière verticale. Nous avons le padding, donc pour rajouter un espace entre les éléments, le center pour le centrer, aligner pour l'aligner, donc soit horizontalement, soit verticalement. L'interaction, donc nous avons bien sûr les buttons, les sliders, les elevate buttons, donc on va les voir tous en détail. Pour l'affichage, le texte, l'image, l'icône, donc vous voyez il y a certains widgets, surtout pour ceux qui ont l'habitude de faire de la programmation web, à qui ils sont assez familiers, donc par exemple comme le texte, l'image, donc ça vous dit quelque chose. Mais si je vous dis par exemple column row, donc vous n'allez pas vraiment penser à un widget. On continue donc les widgets pour la mise en page ou les layouts. Donc nous avons le scaffold, la barre, le drawer, le navigator. Bon, on va voir tout ça ensemble. Pour l'animation, nous avons le hero, fade transition, scale transition. Et pour les widgets avancés, donc on a aussi plusieurs, mais entre autres, on peut citer le stream builder, le future builder. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, donc il existe énormément d'autres widgets, mais là on va dire que c'est les plus utilisés dans les applications modernes à ce jour-là. Alors, il faut savoir une chose, le widget le plus important, ou l'un des plus importants, c'est le scaffold. On va dire qu'à partir de notre scaffold, on va pouvoir déployer ou créer notre application. Alors, qu'est-ce que c'est que le scaffold? Scaffold, en anglais, signifie échafaudage. Donc, ça va nous permettre de créer notre squelette, le squelette de notre application, à laquelle on va rajouter tous nos éléments. Alors, de quoi est composé ce scaffold en question? Donc, le scaffold, comme je l'avais dit, c'est le widget fondamental. Il est utilisé donc pour créer la structure de base de l'interface et il fournit une structure visuelle commune avec des zones prédéfinies. Alors les zones qu'on retrouve le plus souvent dans le scaffold, c'est les zones suivantes. Donc nous avons l'app bar. Donc la barre, c'est l'entête en haut de l'écran. Donc c'est, on va dire, le menu de navigation qui se trouve en haut de l'écran. Nous avons le body, donc c'est le contenu principal ou la partie principale de l'écran. Nous avons le drawer qui est un menu de navigation coulissant à gauche. Le floating action button, donc c'est un bouton, on va dire, pour effectuer des actions ou pour transitionner d'une page à une autre. Et nous avons le bottom navigation bar. Donc c'est le menu qui se trouve tout en bas de notre écran. Voilà donc grosso modo comment est notre scaffold. Donc comme vous le voyez ici, nous avons notre app bar, le floating button action, nous avons la barre latérale gauche et ainsi de suite. Alors, on continue. Par rapport à la structure basique de notre application. Bon, on va dire que la vidéo va être découpée en plusieurs chapitres et en plusieurs parties. On va tout d'abord commencer par l'app bar. Donc l'app bar, comme je l'ai dit précédemment, c'est la barre de navigation qui se trouve tout en haut. Donc l'app bar, ici, ça peut être un attribut du scaffold. Scaffold, donc qui est le widget principal. L'app bar peut jouer le rôle, enfin vous allez voir, elle va jouer le rôle non seulement de l'attribut, mais aussi du widget. Donc il faut savoir qu'un attribut, enfin qu'un widget possède des attributs. Et ces attributs eux-mêmes peuvent aussi posséder
des widgets. Donc vous allez voir, c'est comme les poupées russes, c'est comme les poupées gigones. Donc on peut avoir un attribut, à l'intérieur de cet attribut, on peut avoir un widget, à l'intérieur de ce widget, plusieurs attributs, et ainsi de suite. Voilà, donc grosso modo, on va tout d'abord commencer par la barre, avec ses différents attributs, ensuite le body, et ainsi de suite. Donc, sans trop tarder, on va passer maintenant au vif du sujet, et on revient à Visual Studio pour la suite, pour le début de notre projet. Alors, il faut savoir qu'en développement Flutter, il y a deux grandes écoles. La première école, elle stipule que vous devez tout écrire dans le fichier main, main.dart. Et il existe une deuxième école, on va dire, qui va découper le fichier en plusieurs modules. Donc, par exemple, si j'ai une page d'accueil, on va créer la page d'accueil. Si j'ai la page, on va dire, pour l'actualité, j'aurai aussi une page pour l'actualité, ou une fenêtre pour l'actualité, et ainsi de suite. Donc là, c'est deux écoles différentes. Personnellement, je préfère découper mon projet en plusieurs modules. Donc, on va dire que ça permet une meilleure mise à jour, ou une meilleure maintenance du code, si je veux réparer une erreur. Donc là, ça va réduire mon champ de recherche. Alors, là, j'ai mon fichier main.dart. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre tout en bas et je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Très bien. Ok, alors, pareil là. Donc j'ai le thème que je vais effacer. Je vais effacer ça aussi. Et je vais garder uniquement Home. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc dans le dossier lib, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un sous-dossier. New folder que je vais appeler page. C'est là où je vais mettre toutes mes pages de navigation. Et à l'intérieur de ce fichier page, donc je vais créer un fichier, plutôt dans ce dossier page, je vais créer un fichier home.dart qui va contenir ma fenêtre d'accueil. Très bien. Donc la première des choses, c'est d'importer donc package Flutter, le matériel app, qui va nous permettre d'utiliser les différents widgets de Flutter. Et ensuite, il vous suffira d'écrire uniquement STL. Alors là, pour un début, je vais choisir le stateless widget. On va y revenir un petit peu plus tard parce que les widgets, d'une manière générale, sont divisés en deux grandes familles. Alors attention, il y a les catégories et les familles. Il y a le stateless et le stateful. On va y revenir plus tard, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le stateless widget. Et là, automatiquement, je vais avoir ce code généré. Donc là, vous allez avoir donc l'override, donc qui va me permettre de créer ma classe, et ainsi de suite. Alors, je vais renommer ma classe principale, donc je vais l'appeler home page. Très bien. Et là, dans le main, je vais revenir au main. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais écrire home page. Et je vais effacer le constant. Voilà, je vais rien mettre à l'intérieur. Très bien. Et là, j'ai toujours une erreur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une erreur? C'est normal, étant donné que je n'ai pas importé le module ou le package qui contient le home Dart. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Import. Donc, je suis toujours dans la classe, donc dans le fichier main, import, package, le nom de mon application, donc ça, app manager, le sous-dossier, donc qui est page, et à l'intérieur de page, ça va être home Dart. Très bien. Et là, vous voyez que l'erreur n'est plus. Parfait. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le widget principal qui va contenir donc notre application, c'est le scaffold. Alors là, je vais remplacer placeholder const par scaffold. Très bien. Et à l'intérieur de mon scaffold, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ajouter app bar. Alors, ce qui est bien avec Visual Studio Code, surtout si vous savez utiliser, on va dire, la bonne extension, c'est que le code couleur est très important. Ici, tout ce qui est colorié en vert va représenter des widgets. Et tout ce qui est colorié en bleu va représenter des attributs. Donc Scaffold a plusieurs attributs, quand on a vu tout à l'heure. Et ces attributs vont eux-mêmes aussi contenir des widgets. Il faut savoir une chose autre, c'est que généralement, par convention, les widgets commencent par une majuscule. Donc, comme c'est le cas ici pour Scaffold, widget, et on va le voir au fur et à mesure. Et tout ce qui est attribut, généralement, commence par une minuscule. On va dire que ça, c'est une convention de programmation. Alors, notre attribut appBar va contenir le widget appBar. Très bien. Alors, ce widget en question, qui se trouve dans notre scaffold,
va être composé de quoi? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui rajouter un titre. Alors ici, title, vous avez deviné, c'est quoi? C'est un attribut. Cet attribut va contenir un texte. Alors comme je l'ai dit précédemment, le texte est, dans ce cas, un widget. Alors je précise, texte. Donc toujours, vous fiez à la couleur et à la majuscule. Donc si c'est une majuscule, si ça commence par une majuscule, c'est un widget. Si ça commence par une minuscule, c'est un attribut. Si c'est en bleu ciel, c'est un attribut. Si c'est en vert, c'est un widget. Alors, le texte en question, on va l'appeler par exemple App Manager. Très bien. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, on va rajouter d'autres éléments. Alors, à l'intérieur de ce texte, par exemple, on va le styliser. On va dire, on va augmenter la taille du titre App Manager, on va changer sa couleur, on peut changer le background et ainsi de suite. Alors, le title, on va le mettre par exemple, alors pour rajouter ces différents éléments, gras, italique, etc., on va utiliser l'attribut style. Alors il faut faire attention, l'attribut style se trouve à l'intérieur du widget texte. Donc là, si par exemple je défile sur texte, là je peux voir les différents attributs que je peux trouver, et ainsi de suite. Parfait. Bon, je vais revenir à la ligne pour ne pas trop me perdre. Ce qui est bien, c'est que là, vous allez automatiquement voir des commentaires pour savoir à quel moment vous devez vous arrêter. Et à quel moment l'attribut arrive à fin, arrive à terme. Bon, je vais mettre des tabulations, ça va être plus cool comme ça. Alors style, le style lui aussi est composé donc d'un autre widget qui est text style, pardon. Text style, voilà, je vais y arriver. Alors, et à l'intérieur de text style, donc je vais revenir à la ligne, on va mettre par exemple font, on va dire font size pour préciser la taille. Alors ici, c'est pas la peine de préciser si c'est en pixels, contrairement au CSS, donc pour ceux qui ont l'habitude de programmer en CSS. Donc généralement, vous avez le pixel, vous avez le pourcentage, vous avez le EM et ainsi de suite. Alors ici, c'est directement en pixels. Donc si j'écris 26, Flutter va comprendre, enfin le compilateur va comprendre qu'il s'agit de pixels. Alors font size 26, on va dire font weight, je vais le mettre en bold, font weight.bold, très bien. Ah oui, la couleur, color. Ah bon, j'ai oublié, hop, la virgule. Donc là, il faut séparer les différents attributs avec une virgule. Color, colors. Hop. Alors vous pouvez utiliser color et utiliser après le RGB. RGB donc red, green, blue. C'est des valeurs qui varient entre 0 et 255. Des couleurs primaires. RGBO, donc si je veux rajouter une opacité, une transparence, ça va être intéressant un petit peu plus tard. Sinon, si vous avez déjà en tête une couleur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire colors, point, donc directement la couleur. Alors ce qui est bien, c'est que par exemple, je peux utiliser une couleur par défaut, par exemple le brown, et là je vais avoir un petit aperçu, donc si je clique sur le carré, je vais avoir un aperçu, et là, je pourrais glisser donc mon curseur, donc imaginons que cette couleur ne me plaise pas, donc je vais glisser, et tout en haut là, donc j'ai l'aperçu. On va dire que je vais garder cette couleur. Non, on va plutôt aller vers un vert. Ça c'est pas mal. Très bien. Parfait. Ok. Alors ça c'est pour un début. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors là, il faut savoir qu'on est toujours à l'intérieur de text style. Très bien. Voilà, donc text style se termine ici. Ok. Ici, on a la... Bon, je vais mettre la virgule ici et l'enlever là. Très bien. Là, on est dans le texte. Alors, je vais rajouter, après texte, je vais rajouter un autre attribut qui va être center title. Voilà, donc pour mettre le titre au milieu. Et là, c'est une valeur booléenne où je vais mettre true. Parfait. Donc là, il faut savoir, voilà les attributs, donc une sorte de hiérarchie. Voilà les attributs. Alors ça, c'est des sous-attributs, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, si je lance mon émulation, alors, je vais la lancer à travers le terminal, donc ça va être Flutter Run. Très bien. Vous pouvez cliquer directement ici. Mais si ça pose un problème, donc des fois, vous pouvez utiliser le raccourci, vous pouvez cliquer ici, des fois il y a un problème de compilation ou avec l'IDE, donc vous pouvez écrire Flutter Run, c'est une valeur sûre. Là, on est au moins épargné de mauvaises surprises. Bon, en premier temps, je crois que je vais l'exécuter directement sur Chrome, ça va ne pas consommer trop de RAM. Et pour que vous puissiez voir
en temps réel avec moi. Très bien, donc on laisse le temps que ça charge. Et voilà l'aperçu de notre application. Donc ça, pour un début, c'est pas fameux, mais on va commencer à l'améliorer petit à petit. Alors, quand vous créez une application en Flutter, vous allez toujours avoir on va dire ce petit indicatif du mode débogage. Alors, pour l'enlever, peut être un petit peu gênant. Pour l'enlever, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au main, donc au fichier main, et là, on va rajouter debug show checked banner. Alors là, normalement, c'est false. Attendez, je relance. Voyons voir. Très bien, super. Donc là, il suffit de rajouter l'instruction suivante, mais attention, c'est dans le main. Debug show checked mode banner, false. Là, on va dire pour enlever la motion debug. Très bien, on revient à notre code. Alors, ça, c'est la police standard. Ce qu'on va essayer de faire, cette fois-ci, c'est de télécharger une police et de l'utiliser pour notre application. Alors, pour télécharger une police, il existe différents sites. Personnellement, il y a un site qui me plaît énormément. C'est le site Dafont. Alors, je vais mettre le lien en description dans la vidéo. Et le site en question, c'est le suivant. Voilà, donc le site c'est dafont.com. Alors, vous avez un choix énorme de police. Et la police peut vraiment attirer beaucoup d'utilisateurs. Donc, côté User Experience, UX, la police, le type de police peut vraiment, on va dire, apporte un trait très attrayant à votre application. Donc là, les polices sont répertoriées en différentes catégories. Donc là, vous voyez cartoon, comique, western et ainsi de suite, LCD, science-fiction, et là, vous avez les dernières en question. Cependant, n'oubliez pas de mentionner les artistes en question, les artistes qui ont créé ces polices, n'oubliez pas de les mentionner dans votre application ou de contacter la personne si vous voulez utiliser telle ou telle police, si elle est d'accord. Très bien. Et là, ça permettra aussi une visibilité donc, pour ces artistes en question. Parfait. Donc ça, c'est les dernières. Tiens, la dernière, elle est pas mal. Je vais choisir, étant donné que je suis un grand fan de science-fiction, je vais choisir sci-fi. Alors là, vous avez vraiment un choix énorme. Star Jedi, donc pour là, les fans de Star Wars, vous êtes reconnus. Squid Game, donc là, vous voyez, il y a énormément de police. Batman Forever. Ouf, alors, qu'est-ce que je vais choisir? Tiens, il y a le Dune. Allez, je vais rester sur Batman Forever. Étant un fan de Batman, je vais rester sur Batman Forever. Très bien. Vous cliquez sur Download. Alors, vous patientez que le fichier se télécharge. Une fois que le fichier est téléchargé, donc vous allez directement ouvrir le fichier en question. Donc, on va accéder au fichier. Très bien. Donc, voilà, Batman Forever. On va le décompresser. Et une fois le fichier extrait, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc les fichiers avec l'extension TTF. Alors, il faut faire attention, on utilise uniquement les fichiers avec les extensions .ttf ou .otf. Alors, c'est des fichiers. Alors, TTF, c'est pour True Type Font et OTF, c'est pour Open Type Font. Alors, je vais prendre les deux fichiers en question. Donc là, on a un aperçu. CTRL-C. Et je vais revenir à mon projet. Et je vais créer ici un dossier Font. Alors, New Folder, je vais appeler Fonts. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller les fichiers en question. Paste avec un CTRL-V. Alors, vous pouvez faire un glisser-déposer ou CTRL-V directement. Très bien. Alors, maintenant que j'ai créé les fichiers en question, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous avez deviné, je vais revenir au fichier pubspec YAML. Je vous avais dit qu'à chaque fois que vous voulez utiliser une nouvelle police, des icônes, des images, des fichiers qui ne sont pas déjà par défaut dans votre projet, vous êtes obligé de les rajouter dans pubspec YAML. Alors dans pubspec, je vais chercher la partie font. Donc là on descend. Hop, parfait. Alors si vous remarquez ici font est en commentaire. Alors je vais enlever le commentaire. Là c'est en rouge. Alors il faut faire attention. Si c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Alors pourquoi? Là l'indentation est importante. Ok? Donc tant que vous avez un rouge, donc le rouge c'est un indicateur d'une erreur. Alors, je continue. Parfait. Alors, family, là, je peux l'appeler comme je veux. Si vous remarquez, voilà, donc le nom
de la police en question, c'est batma.ttf. Par contre, dans family, voilà, il y a le flutter qui s'est lancé. Family, je peux l'appeler comme je veux. Donc, je vais l'appeler par exemple Batman. Font, alors je vais donner les différents fonts que j'ai. Alors, l'une, je crois c'est pour l'opacité, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'une, donc c'est pour le cas normal. Très bien. Alors, ici, par contre, il faudra faire attention, il faudra donner le path exact. Alors, effectivement, j'ai créé un dossier font. Alors, ça va être font slash. Alors, c'est Batma. Batma, non. Batma, FA, tiré, tiré. Alors bon, je crois que je vais reprendre pour ne pas faire d'erreur. Je vais cliquer sur Rename, voilà, pour ne pas avoir d'erreur. Et coller directement. Très bien. Parfait, donc ici c'est pareil, sauf juste à la place du A, ça va être un O. Et je vais rajouter le terme weight. Alors weight, c'est pour, on va dire, la largeur maximale. Là, vous voyez le W et le E sont en rouge, ça veut dire qu'il y a une indentation qui dépasse. Donc là, voilà, parfait. Alors là, c'est toujours rouge. Ok, super. Quoique, voilà, c'est plutôt ça. Très bien. Hop. Pareil. Ok, donc je récapitule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé la police. J'ai décompressé donc le dossier en question. Ensuite, tout ce qui est .ttf ou .otf, qu'est-ce que je fais? Donc je crée un dossier, donc un dossier font dans mon projet où je vais coller les polices en question. Ah là, vous voyez, il y a les deux points qui sont rouges. Donc là, il y a encore un problème. Alors, il faut savoir le weight. Alors, le weight, normalement, il est juste en dessous du A. Voilà, là, c'est parfait. Très bien. Donc, je disais, j'ai rajouté un dossier où j'ai mis à l'intérieur les polices. Ensuite, le fichier pubspec.yaml. Je cherche le mot font. Donc, il est déjà par défaut, il existe en commentaire. Là, vous voyez le Flutter pubget qui se lance en arrière-plan. Family, alors, pour le nom de la police, c'est à vous de choisir. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par contre, dans le font, il faut faire attention. Dans le font, il faut donner le path exact de votre police en question. Ensuite, donc après en avoir fini avec le fichier pubspec, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à main. Très bien. Alors, dans le main, je vais rajouter ici thème. Alors, thème, c'est thème data, font family, et là, normalement, c'est le nom que j'ai donné. Alors, il faut faire attention à la casse, Batman, voilà. Très bien, donc si maintenant je relance ma simulation, alors toujours terminal, bon, je peux quitter et je vais relancer le Flutter Run. Je vais mettre toujours sur Chrome. Voilà, parfait. Donc là, vous remarquez que la police a changé. Alors, je le répète, dans le cas où la police n'a pas changé ou si Unicode ne s'affiche pas, pardon, alors là, c'est simple, qu'est-ce que vous faites? Donc, je reviens dans le terminal et il suffit juste d'écrire Flutter pubget. Des fois, il le fait tout seul en arrière-plan, mais si vous avez un problème, donc il suffit juste de mettre à jour. Alors là, j'ai mis 2 U. Alors c'est Flutter avec 2 T. Il faut faire attention. Flutter pubget. Ça va permettre de mettre à jour le fichier pubspec. Donc voilà comment est-ce qu'on rajoute déjà une police. Très bien. Donc n'oubliez pas, cette instruction ou cet attribut de matériel app est dans le main Dart et non pas dans le home. Parfait. Donc nous avons rajouté, donc je vais agrandir un petit peu la police pour que ça soit un petit peu plus visible. Je vais me mettre à 28. Parfait. Alors maintenant, si je veux rajouter, on va dire la partie gauche de l'app bar ou la partie droite. Donc, imaginons que j'ai par exemple, on va dire, une application où je veux rajouter, par exemple. Bon, je vais passer directement ici. Que je vais rajouter, par exemple, on va dire, ici le bouton pour le retour arrière. Ou ici le bouton pour un filtre, pour les settings, les paramètres, etc., etc., etc. Alors pour cela, les attributs qui vont être utilisés pour ajouter ces deux options-là vont être... Alors, ça va être... Là, c'est l'app bar, c'est true, parfait. Très bien. Alors, ça va être le leading.
et le action. Alors pour le leading, là je vais mettre entre parenthèses leading, donc ça va être, c'est la partie gauche de l'app bar. Et pour l'action, donc c'est la partie droite de l'app bar. Très bien. Donc après vous avoir montré le fichier, alors là j'ai une erreur, je crois qu'il manque une parenthèse quelque part. App bar, scaffold. Ah oui, c'est cette partie qui est en commentaire. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rajouter donc une icône et on va la dimensionner. Alors que ce soit dans le leading ou dans action. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vous ai montré le fichier donc, pour télécharger des fontes, donc des différents types de police. Et maintenant je vais vous montrer un autre site qui est super intéressant, qui permet donc de télécharger ou d'utiliser des icônes. Donc le site en question, c'est flaticon.com. Donc il en existe énormément. Personnellement, c'est le site que j'utilise le plus souvent. Donc Flaticon, vous avez aussi un choix énorme en matière d'icônes et etc. Donc vous pouvez les télécharger en PNG, comme vous pouvez les télécharger aussi en format vectoriel SVG. Très bien. Alors là, par exemple, je vais télécharger, je vais essayer de chercher, on va dire, des flèches pour le retour en arrière. Alors ça va être arrow. Vous pouvez choisir aussi, là c'est par défaut je suis en anglais, vous pouvez choisir la langue française et effectuer vos recherches en français. Donc là je suis déjà en anglais, donc je vais écrire arrow. Voilà. Et je vais choisir la flèche en question. Alors on va chercher un truc un petit peu original. Alors arrow left arrow. Left arrow. Donc là vous voyez, vous avez énormément de choix. Comme j'ai dit, un truc un petit peu original. Ouais, on va prendre celle-là. Attendez voir. Ouais, on prend celle-là. Très bien. Donc je vais télécharger l'icône en question. Très bien. En attendant qu'elle se télécharge, je vais chercher aussi un paramètre, une image ou une icône pour les paramètres. Donc setting. Voilà, c'est bon. Settings. Voyons voir le choix qu'on va avoir. Donc là, vous pouvez chercher filter ou settings. Bah tiens, ça c'est dans l'exemple. On va chercher autre chose. Tiens, celle-là, elle est pas mal. Allez. PNG. Free download. Parfait. Donc, comme pour tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc un dossier. Je réduis ça. On va ici créer notre dossier. On va appeler par exemple New Folder. Vous pouvez l'appeler image, IMG. Moi, je vais l'appeler IMG. Très bien. Alors, dans mon dossier IMG, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller directement les icônes que je viens de télécharger. Voilà, poste. Très bien. Alors, je vais les renommer. Bien que je sois toujours en encodage UTF-8, de préférence éviter tout ce qui est caractères spéciaux à part le tiré bas. Et tout ce qui est accent, etc. etc. Alors là, rename. Je vais l'appeler juste arrow. Oh, je supprime l'espace. Et je supprime aussi les parenthèses. Très bien. Donc dans mon dossier IMG, qu'est-ce que j'ai? J'ai arrow et settings. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout d'abord, comme je l'avais fait précédemment, donc je suis obligé de rajouter ces éléments dans mon pubspec. Alors, je reviens dans le fichier pubspec et là je vais chercher. Alors, image, c'est là. Voilà, très bien. Assets. Parfait. Image. Alors, il faut faire attention. Ici, mon dossier, le dossier en question ne s'appelle pas image, mais s'appelle IMG. Donc, j'ai fait exprès pour vous montrer comment je vais changer. Donc, IMG. J'efface. IMG. Là, vous voyez, il y a le Flutter PubGet qui s'exécute en arrière-plan. Alors, la première, c'est arrow.png. Il faut faire attention aussi aux extensions. Arrow.png. Très bien, donc c'est parfait. Et la même chose pour la précédente, sauf qu'ici, ça va être settings.
Très bien. Donc là, j'ai mon fichier pubspec qui est à jour. Par défaut, donc pour éviter tout quiproquo, on peut utiliser le Flutter pubget. Voilà. Donc c'est bon. Il me dit que c'est OK. Je reviens au home Dart. Et là, je vais rajouter donc mes icônes dans mon navbar. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser dans ce cas-là, je vais utiliser le widget image. Alors, image. Et là, si vous remarquez, il y a plusieurs types d'images. Alors, on a image icône, image cache, image memory, image network, image asset. Étant donné que j'ai un dossier qui contient déjà mes images et que j'ai rajouté mes images en asset, je vais utiliser l'option image.asset. Parfait. Donc ici, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner directement, comme je l'ai dit, et je le répète, étant donné que mes images sont en local, je vais utiliser directement le path. Alors, il faut faire attention, c'est image arrow.png. Parfait. Je peux préciser toujours à l'intérieur, donc, une taille, je vais dire width. On va dire width, c'est, on va dire 25 pixels, et height, pareil, 25 pixels. Alors, c'est pas la peine d'écrire le px, ok? Très bien, on lance notre exécution, toujours. Flutter run. On choisit Chrome. Très bien, parfait. Donc ici, si vous remarquez, notre icône a été rajoutée. On va faire la même chose du côté droit. Donc, cette fois-ci, c'est Action. Alors, Action, là, vous remarquez qu'on a décroché. Je vais y revenir un petit peu plus tard. On va utiliser la même instruction, donc pour pas perdre de temps. Ok. CTRL-C, on met ici. On va juste changer. Donc, je vais mettre sur la même ligne. Hop, voilà. On va juste changer, donc c'était, je me souviens pas si c'était settings avec ou sans S. Alors c'était avec S, très bien, settings. Settings, parfait. On clique sur R pour actualiser, rafraîchir, et voilà. Donc c'est pas vraiment fameux, si vous remarquez déjà la taille, elle est assez réduite, et les icônes sont collées, on va dire aux limites de l'application. Alors pour cela, même si j'agrandis, ça va être pareil. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ceux qui ont déjà l'habitude de programmer des sites web, en CSS, il y a ce qu'on appelle le padding. Alors le padding, c'est l'espace entre deux éléments. Alors là, il faut faire bien attention. J'aurais pu, dès le début, utiliser padding, mais là, je vais vous montrer un raccourci qui peut être très très utile. Alors regardez avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Oh, attendez. Non, j'ai pas l'option. Alors je vais sélectionner avant la virgule. Donc, uniquement image. Où commence image et où s'arrête image? Je ne sais pas si je sélectionne la virgule. Non, je ne vais pas l'avoir. Très bien. Alors, uniquement du i jusqu'à avant la virgule. Parfait. Là, vous allez voir que vous allez avoir une petite ampoule qui s'affiche. Si vous cliquez dessus, donc là vous avez aussi le raccourci, CTRL, point virgule. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Wrap with. Ce qui veut dire que je vais englober directement ce widget à l'intérieur d'un padding. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le padding, c'est un widget. C'est un widget qui permet d'espacer chaque élément de votre application. Alors là, au lieu d'écrire widget, au lieu d'écrire, pardon, padding et à l'intérieur image, directement, je peux sélectionner et dire wrap with padding. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais revenir à la ligne. Votre leading, donc l'image que j'avais, a été rajouté à l'intérieur du padding à travers un child. On va revenir au child. Le child et le children sont des notions très importantes en Flutter. On va y revenir. Et là, si vous remarquez, donc le padding qui a été rajouté par défaut de tous les côtés est de 8 pixels. Là, on va dire par exemple, je vais mettre à 12 pixels. Si je revérifie mon application, voilà, donc là vous remarquez, donc non seulement elle a été réduite, et j'ai aussi un espace. Alors je vais l'agrandir un petit peu, je trouve que là, 25 c'est peu, on va mettre par exemple 35, et ici 35, parfait. On va faire la même chose ici avec Action, donc on sélectionne à partir du i, et il faut faire attention à ne pas sélectionner la virgule. J'ai la petite ampoule, je clique dessus et j'écris Wrap with Padding, et on va garder, on va dire le même padding 12, sauf que je vais augmenter un petit peu la taille.
Je vais mettre 40. On va voir qu'est-ce que ça donne. On actualise. Parfait. Bon, là, c'est beaucoup mieux. J'aurais pu l'agrandir un petit peu plus, mais on va dire que pour une application mobile, pour ne pas trop encombrer ce que j'ai des deux côtés, donc on va dire que c'est pas mal. Donc là, vous remarquez qu'il y a un padding qui a été rajouté, donc un espace en haut, à droite, en bas et à gauche pour les deux icônes. Alors, je répète l'opération. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si je reviens en arrière, voilà. Donc, je sélectionne uniquement le widget et je m'arrête avant la virgule, donc avant de passer au suivant. Et là, vous allez avoir donc ici, faites attention, ne sélectionnez pas l'action. Si je clique donc sur l'ampoule en question, donc là, je peux englober ce widget d'un autre widget. Donc on va voir les autres, tous les autres on va les voir, le Stream Builder dont j'avais parlé, le Center, etc., etc. Mais là, c'est une astuce pour aller plus vite en programmation, ce qui est très intéressant. Alors, tiens, settings, il reste... Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais... Alors je reviens, voilà, très bien. C'était paf, j'avais mis wrap with padding, très bien. Donc il y a un padding qui a été rajouté, donc un espace. Là, je vais l'agrandir, je vais le mettre comme pour le précédent, à 12. Et le child, donc le widget en question a été placé dans un enfant, child. On verra ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, en temps et en heure. Parfait. Donc, n'oubliez pas qu'on est toujours dans l'app bar. Alors, dans l'app bar, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter une dernière chose. Donc, les attributs qu'on a vus, c'est le title, le center title, le leading, donc pour les éléments gauche, l'action pour les éléments droits. Et là, je vais rajouter un dernier élément. On va dire que je vais rajouter une couleur. Donc, color. Alors, est-ce que je suis sorti du padding? Est-ce que je suis toujours dans l'app bar? Voyons voir. Padding. Ok. Alors, non, je crois que c'est là. Non. Padding se termine ici. Alors, c'est normalement, c'est là. Color. Non. Alors, où est-ce que je suis? Ah oui, c'est plutôt background color. Voilà. Autant pour moi. Background color. Donc là, je suis... Oui, je suis sorti de action. Parfait. Background color. Alors, background color, on va dire color. Ok. Alors là, je vais utiliser... Hop. Colors. Non, c'est colors avec majuscule. Colors, voilà. Je vais utiliser un arrière-plan. On va dire, je vais mettre un jaune que je vais modifier. On va mettre un jaune pâle, quelque chose comme ça. Parfait. Alors on vérifie qu'est-ce que ça donne. Très bien. Alors pour l'opacité, bon c'est à 255. Là vous remarquez dans les commentaires, donc là vous avez le A donc qui définit l'opacité, donc 0 big transparent. Alors je vais descendre parce que là c'est un petit peu opaque. Donc 55 on va dire pour avoir une notion de transparence. Voilà, on va rajouter un petit peu. On va mettre à 85. 85 ça devrait le faire. Très bien, parfait. Alors pour résumer, nous avons donc notre scaffold. À l'intérieur du scaffold, nous avons l'app bar, l'attribut app bar, qui est lui-même composé donc du widget app bar. Alors pour le widget app bar, pardon, à l'intérieur, vous avez différents attributs. J'ai l'attribut title, attribut title qui lui-même est composé de texte, le texte où je mets le texte ainsi que le style. Donc on a vu comment faire pour rajouter une police et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le deuxième attribut, donc le deuxième attribut qui est center title, donc pour mettre le titre au milieu. Le troisième attribut, leading, donc pour rajouter une image ou ce que vous voulez du côté gauche de la barre. Action, donc c'est pour le côté droit. Et background color, donc pour rajouter une couleur de fond. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'app bar. Maintenant, on va s'attaquer au body. Donc comment rajouter des éléments à l'intérieur de notre application. Mais avant de passer au body et à la programmation, on va tout d'abord aborder un sujet dont j'avais parlé un petit peu avant dans la vidéo, ultérieurement dans la vidéo. Alors, le sujet en question, c'est la partie child et children.
En Flutter, on peut utiliser on peut imbriquer plusieurs widgets l'un à l'intérieur de l'autre. Donc si par exemple on a plusieurs éléments en vertical ou en horizontal, donc on peut utiliser soit row, soit column, donc pour positionner nos différents éléments. Donc là, on va avoir un widget à l'intérieur d'un autre widget. Alors cette notion est introduite ou est utilisée en utilisant le child et le children. Alors pour child, ça veut dire que nous avons un seul widget, donc notre widget peut englober un seul autre widget. Et le children, donc là, c'est un widget qui peut comporter, enfin qui peut être composé de différents autres widgets. Alors il faut savoir que certains widgets peuvent utiliser uniquement child et d'autres widgets uniquement children. On ne peut pas utiliser les deux pour chaque widget. Alors si on veut les recenser, donc là, j'ai recensé ceux qu'on retrouve le plus souvent. Donc par exemple pour child, ce qui veut dire les widgets qui peuvent peuvent être composés d'un seul autre widget. Alors on a le container. Donc là vous avez les différentes définitions. Donc le container, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un conteneur générique, donc on peut agrandir ou réduire, on peut changer la couleur du background et ainsi de suite, on peut arrondir les ongles, etc., etc. Donc on a le padding, donc c'est pour rajouter un espace autour du widget, on avait vu ça précédemment, line, center, size box, hero, gesture detector. Il y en a d'autres, mais ça c'est les plus utilisés en Flutter. Donc ces widgets en question peuvent comporter un seul autre widget. Par contre, pour le children, alors là nous avons colonne, donc si on veut dispositionner nos éléments verticalement, on a row si c'est horizontalement, stack, donc ça on va dire c'est la pile, donc c'est empiler un widget sur l'autre, voilà, superposer, list view pour avoir une liste défilée, grid view, donc affichage en gris, wrap, et flex. Donc il y en a aussi d'autres, mais là ça c'est les widgets les plus utilisés. Donc je répète, child ça veut dire que c'est un widget qui peut comporter qu'un seul autre widget, et children donc là c'est un widget qui peut comporter ou être composé de plusieurs autres sous-widgets. Voilà. Très bien, donc après avoir introduit la notion de child et de children, on va voir ça en pratique. Nous sommes donc de retour sur Visual Studio Code. Alors on en a fini avec la barre et cette fois-ci on va passer au body. Alors juste après, donc à barre, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire body. Je vais réduire un petit peu. Et notre body va contenir un container. Container, très bien. Et maintenant dans mon container, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que je veuille dispositionner donc différents boutons sous forme d'image ou d'icône, mais de façon à ce qu'ils soient horizontalement. Voilà, donc on va dispositionner nos boutons de façon horizontale. Alors pour horizontal, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le widget row. Mais comme je l'ai dit précédemment, étant donné que là je vais utiliser un widget à l'intérieur d'un autre widget, je serai obligé d'utiliser soit la notion child ou la notion children. Le container, lui, comporte le child. Alors il suffit juste d'écrire ch et là vous aurez directement, donc en fonction de votre widget, vous aurez soit child, soit children. On ne peut pas choisir children pour container. Donc là, ça va être uniquement child. Très bien. Donc child, et là, je vais mettre row. Parfait. Donc ce qui veut dire que je vais, à l'intérieur de mon container, je vais dispositionner mes éléments de manière horizontale. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de row? Alors, avant de positionner mes éléments, je vais vous montrer un petit peu à qu'est-ce que va donner le container et comment les éléments vont être dispositionnés afin qu'on puisse les aligner. Parce qu'après, je vais introduire la notion d'alignement. Alors, dans mon row, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, on va dire, d'autres containers. Alors, juste avant child, je vais donner une couleur. Donc, je vais donner une couleur et une dimension. Alors, je vais donner, par exemple, un width de 500. Allez, et un height de, on va dire, 300 pixels. Alors là, il manque juste la virgule. Et je vais donner aussi une couleur au background. Alors c'est plutôt color, voilà. Colors. Pardon. C'est colors. Voilà, on va donner la couleur, allez, un cyan assez clair. Voilà, très bien, c'est ce que j'attendais. Voilà. Parfait, donc c'est juste avant de mettre notre row, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, on va exécuter ça. Hop. Toujours notre Flutter Run.
On choisit Chrome et on exécute. Ça prend... Voilà. Ok. Alors là, si vous remarquez, donc là j'ai précisé la hauteur et la largeur. Alors par rapport à la largeur, là vous voyez que c'est pas vraiment responsive. Donc là ça s'arrête quand c'est à 500. Par contre, quand j'agrandis, ça va pas prendre automatiquement, contrairement, donc là comme contrairement au app bar, ça ne va pas s'adapter. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire dans le width? Je ne vais pas préciser la taille. Alors où est-ce que je suis? Je vais plutôt changer, au lieu de 500, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre utiliser. Donc ça aussi c'est une notion, donc pour ceux qui sont familiers, on va dire avec CSS, c'est les media queries. Alors je vais écrire media query. Bon, je vois ce qu'il y a ici. Off, à l'intérieur contexte. Donc là, c'est pour que je puisse prendre en considération. Donc media query ici, ça va jouer le rôle d'un widget. Off contexte, donc contexte c'est par rapport au widget où il se trouve. Et là, on va rajouter point size, point width. Parfait. Si j'actualise, donc je clique sur R pour rafraîchir. Très bien. Et là, si vous remarquez, voilà. Donc, mon container, donc c'est là où je vais placer mes éléments de manière horizontale. Donc, mon container va s'adapter donc à la taille de mon écran. Donc, on appelle ça la responsivité. Donc, le côté responsif, c'est l'adaptabilité d'un élément par rapport à la hauteur ou à la largeur de votre écran ou du dispositif sur lequel vous lancez votre application. Alors voilà, donc c'est width pour le width, je n'ai pas précisé. Bon, pour le height, vous pouvez faire la même chose, mais là, c'est pas vraiment utile. Donc j'ai précisé la hauteur. Par contre, pour la largeur, je lui ai dit, avec cette instruction pardon, de s'adapter à la taille de l'écran. Très bien. Alors, à l'intérieur du row, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais placer plusieurs autres containers. Donc là, c'est pour juste vous indiquer, on va dire, l'alignement, ce qui va venir ensuite. Alors, pour row, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rajouter 3 autres containers de taille différente, enfin plutôt réduite, et de couleurs différentes. Là, c'est pour voir la disposition. Donc, pour avoir un aperçu, généralement, on opère ainsi pour avoir une idée de l'aperçu que vont avoir les éléments une fois dispositionnés. Après, on peut enlever les containers. Donc là, c'est juste pour m'entraîner, pour voir ce que ça va donner. Alors, row, là, je vais placer plusieurs containers, donc plusieurs sous-containers à l'intérieur du row. Par contre, le row, qu'est-ce qu'il prend? Il prend children. Très bien. Alors, je vais mettre le first child, donc le premier enfant. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un container. Voilà, container, dans lequel je vais mettre, par exemple, juste une hauteur, height. On va dire, ça va être juste 50. Width, pareil, donc ça va être 50. Et je vais mettre juste une couleur, color. Donc là, ça va être colors. Voilà, je vais mettre par exemple, allez, je vais mettre red, tout simplement. Parfait. Alors, je vais rajouter un deuxième container. Très bien. Donc, j'ai mon premier container. Juste en bas, je vais mettre le deuxième et le troisième. Deuxième container. Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Et juste après, donc, le troisième. Alors, je vais le dispositionner comme le précédent pour qu'on ne se perde pas. Voilà, container. Parfait. Height, width et color. Sauf que la couleur, là, je vais changer. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre, on va dire, blue. Très bien. Un petit espace, donc pour pas trop se perdre. Et je vais rajouter, donc c'est bon, j'ai ma virgule ici. Je vais rajouter l'autre container. Voilà, juste en bas. Et pareil, donc height, width. Oups, pardon. Retour à la ligne. Parfait. Et la couleur, là, je vais changer. Je vais mettre une couleur, par exemple, je vais mettre un green. Pour voir ce que ça va donner. Très bien. Alors, on vérifie. On va tout d'abord actualiser. Donc, je clique sur R dans le terminal. Voilà. Donc, voilà ce que ça va me donner. Donc, ça, c'est les containers. Après, on va les remplacer par les images, enfin, les icônes qui vont servir de boutons. Très bien. Donc, là, si vous remarquez, les containers, donc, qui sont à l'intérieur de mon row, sont collés l'un à l'autre. Alors, si je veux rajouter un espace entre les deux, il y a plusieurs méthodes. Alors, là, je vais vous montrer 3 méthodes. Donc, on va dire la méthode la plus rudimentaire, la plus statique, une méthode qui est un peu plus dynamique et la meilleure méthode, à mon avis,
qui est la plus souvent utilisée et celle qui, on va dire, est l'optimale. Alors, la première des méthodes, c'est quoi? C'est entre chaque container, je peux rajouter un autre, donc un autre widget qui s'appelle Sizebox, voilà. Sizebox, Sizedbox, très bien. Et à l'intérieur, je vais mettre, on va dire un width de 40 pixels, par exemple. N'oublions pas la virgule, donc pour séparer. Je vais faire la même chose entre le deuxième et le troisième container. Donc je vais mettre ici aussi. Ah, donc Sizebox with 40. On va voir ce que ça donne. Très bien. Donc là, vous voyez qu'il y a une séparation donc de 40 pixels entre chaque container, donc entre chaque futur bouton. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode la plus classique, enfin la plus rudimentaire, la plus basique. Mais là, ce qui est problématique, c'est qu'on sera obligé à chaque fois de faire des calculs pour savoir quel est l'espace adéquat à garder entre les éléments. Alors, il y a un autre cas qu'on peut utiliser, c'est à la place du sized, c'est le spacer. Alors, le spacer, c'est une méthode qui ne prend aucun élément en entrée et qui va automatiquement calculer les espaces pour essayer d'avoir, on va dire, un espace hétérogène entre chaque élément. Alors là, je vais mettre un spacer entre le premier et le deuxième container, entre le deuxième et le troisième, et je vais rajouter un spacer, on va dire après, donc pour que vous ayez une idée. Spacer ici, et je vais mettre un spacer à, voilà. Donc là, si vous remarquez, avant les containers et entre chaque container, j'ai mis un spacer. Maintenant, si j'exécute, et je suis toujours à l'intérieur du job, ok? Si j'exécute, je relance mon exécution, voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on va dire que c'est un peu meilleur. C'est un peu meilleur par rapport à tout à l'heure. Cependant, là, le problème, c'est que je serai obligé à chaque fois de rajouter un spacer. C'est un peu plus dynamique étant donné que ce n'est pas à vous de faire les calculs. Par contre, vous serez obligé à chaque fois de rajouter un spacer. Alors, il existe une troisième méthode qui, à mon avis, est la plus optimale, et c'est celle qui est utilisée le plus souvent, c'est d'utiliser les axes. Le main axis et le cross axis. Alors, je vais effacer les spacers ici. Et je vais revenir au cours pour vous expliquer la notion du main axis. Alors, nous avons le main axis alignment et le cross axis alignment. Donc, le main axis, on va dire, c'est l'axe principal sur lequel je vais positionner mes éléments. Alors, le main axis peut être utilisé soit en colonne, soit en row. Dans notre cas, c'est row, mais je vais vous expliquer les deux cas. Alors, toujours, le main axis, c'est l'axe central. Donc, par exemple, si je dispose, imaginons que ça. Alors, imaginons que ça, c'est notre container. Alors, l'axe principal, ça sera l'axe du milieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'axe du milieu? Ça sera cet axe-là. Comment les éléments vont être dispositionnés par rapport à cet axe? Est-ce qu'ils vont être positionnés en haut, en bas, au milieu? Est-ce qu'il y aura un espace entre les éléments? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre main axis alignment. Et par rapport au cross axis, donc une fois que j'aurai positionné par rapport à mon main axis, le cross axis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comment les dispositionner, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Donc pour le main axis, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir donc le center, start, end, space between, around, evenly. Donc grosso modo, c'est les 6 options, c'est les 6 attributs que je peux trouver avec le main axis. Alors ça, c'est dans le cas de la colonne. Si je suis dans le cas donc du row, donc pareil, j'ai mon container. Donc le main axis, l'axe principal, sera l'axe du milieu. Voilà. Donc j'ai le center, donc ça sera au milieu. J'ai le start, donc ça sera au début. J'ai le end qui sera à la fin. J'ai le space between. Alors space between, c'est un espace juste entre les éléments. On va voir ça avec l'exemple. J'ai le space around, donc c'est le même espace entre les éléments et un plus petit espace au début et à la fin. Et le space evenly, c'est le même espace. Ça ressemble énormément à spacer. C'est le même espace entre tous les éléments. Alors ça, c'est par rapport à la théorie. Maintenant, on va passer en pratique pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, de retour sur Visual Studio Code et on va relancer notre application. Là, j'ai supprimé les spacers et les sizebox. Donc, je relance mon application.
Alors, étant donné que mes éléments sont dispositionnés en row, donc l'axe principal, ça va être l'axe du milieu. Alors, on va voir en temps réel qu'est-ce que ça va nous donner. Très bien. Alors, imaginons qu'ici, par exemple, alors, faut que je revienne dans row. Avant d'introduire mes children, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre main access. Main access alignment. Donc, ça, c'est un attribut qui contient lui-même aussi. Voilà, donc comme je vous ai dit, ici c'est une majuscule, c'est un widget. Alors main access, et là je vais choisir par exemple, on va tous les faire, ok? Par exemple si je mets center, alors là il faut faire attention, c'est avant children. Si je mets par exemple center, alors center, qu'est-ce que ça va me donner? Là vous voyez les éléments sont au milieu. Donc toujours par rapport à l'axe du milieu, qui est l'axe principal. Si je mets par exemple start, pareil, j'actualise. Donc vous voyez start, c'est au début. Si je mets end, on actualise. Et là, vous voyez, les éléments sont à la fin. Donc là, on va dire c'est relativement simple. Start, center et end. Là où on va retrouver un petit peu plus d'originalité, pas de difficulté mais d'originalité, c'est avec les espaces. Alors nous avons tout d'abord le space around. Alors si je clique sur space around, qu'est-ce que ça va me donner? Voilà, donc là si vous remarquez, les espaces entre les éléments de mon row sont identiques. Pardon. Par contre, les espaces qui sont à l'extérieur, donc là c'est des espaces un peu plus réduits par rapport à ceux entre les éléments. Ça c'est pour le space around. Si je choisis par exemple space between, alors space between, qu'est-ce que je vais avoir? Ah, j'ai pas encore actualisé, hop. Alors si vous remarquez, le premier et le dernier élément sont collés, donc là si j'agrandis, voilà, sont collés au container. Par contre, l'espace qui se trouve entre les éléments est le même. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je veux avoir l'équivalent d'un spacer, qu'est-ce que ça va être? Ça va être space evenly. Si j'actualise, là vous allez remarquer que l'espace, là c'est plus homogène, donc c'est équitable. Le même espace qui se trouve avant le premier élément et après le dernier élément et entre les éléments est identique. Très bien, donc imaginons que je veux garder ainsi pour le main axis. Maintenant, ce qui me reste, c'est le cross axis. Le cross axis, là, on va jouer plutôt sur, on va dire, sur le côté plutôt vertical de la chose. Donc si par exemple, je mets cross axis en deuxième position, plutôt en deuxième attribut, et toujours cross axis avec la majuscule, pardon. Alors là, j'ai différents cas, donc nous avons le baseline, le center, le end, le start, le stretch. Bon, ceux qui sont le plus utilisés généralement, c'est le center, le end et le start. Donc, si je garde, bon, par défaut, c'est center. Mais si je mets end, vous allez imaginer que ça va se retrouver. Donc, toujours ainsi, space evenly, mais à la fin du container. Donc, si je mets comme cross, je mets end, et j'actualise. Voilà, donc vous voyez, c'est en bas de mon container. Si j'avais mis par exemple start, ça m'aurait donné, donc toujours n'oublions pas d'actualiser. Voilà, donc les éléments, certes, il y a un espace entre eux, étant donné que l'axe principal c'est space evenly, mais je les ai déplacés ensuite par rapport au deuxième axe, l'axe secondaire, je les ai positionnés en haut de mon axe. Alors, je n'ai pas parlé de la baseline, étant que baseline, généralement, c'est utilisé quand on a du texte. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas de données textuelles, nous avons uniquement des containers vides. Par contre, il y a le stretch. Alors, le stretch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la hauteur du container. Voilà. Donc, si vous voulez étirer votre élément par rapport, vous voulez qu'il prenne toute la taille ou toute la hauteur ou la largeur donc de votre container, donc là c'est à vous de voir pardon, en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Mais là dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder donc center. Et si vous avez remarqué, donc center c'est la valeur par défaut. Donc si vous avez un cross axis alignment center, donc c'est pas la peine de le rajouter, étant donné que c'est la donnée par défaut. Donc si je l'enlève, voilà, et j'actualise, ça ne va rien changer. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est par rapport au main axis alignment. Donc souvenez-vous, que ce soit pour le row ou pour le column, donc toujours l'axe principal, c'est l'axe du milieu. Donc si, étant donné là qu'on est en row, donc c'est
en horizontal, donc c'est ça l'axe principal. Si nous avions pardon, des colonnes, donc l'axe principal aurait été celui-là. Alors par rapport juste à la couleur du fond du container, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rendre un petit peu plus transparente, donc comme on avait vu plus tard, donc ici au lieu de 255, donc je vais mettre par exemple, on va dire 75, on vérifie qu'est-ce que ça donne. Ouais, un peu plus transparent. Très bien, parfait. Alors, autre chose pour que notre container ne soit pas collé à l'app bar. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, si vous avez bien suivi le cours, vous avez une idée de ce que je vais faire. Alors, je vais sélectionner mon container, tout le container qui contient le row et les autres containers. Donc, c'est jusqu'ici. Attention à ne pas choisir, à ne pas prendre, ne pas sélectionner, pardon, la virgule. Je reviens, je remonte au niveau de l'ampoule et je vais rajouter un padding. Très bien. Le padding, je vais le mettre, on va dire, à 12. Oh, 812, c'est beaucoup. Je vais le mettre à 12. Voilà. J'actualise. Et c'est parfait. Très bien. Donc là, si vous remarquez, donc j'ai un petit padding qui a été rajouté en arrière-plan. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que j'avais juste choisi ces containers, donc juste la couleur, pour vous indiquer donc la disposition, donc comment est-ce qu'on peut positionner différents widgets à l'intérieur d'un autre widget en utilisant les main axis. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer donc ces éléments-là par des icônes qui vont me servir de boutons. Donc je suis allé à nouveau sur Flaticon et j'ai téléchargé certaines icônes que je vais rajouter directement à mon dossier image. Donc comme tout à l'heure, vous allez dans votre dossier image et vous collez donc les images que vous avez téléchargées. Alors ici, j'ai 3, donc accounting, j'ai rajouté software developer et stratégie development. Donc ici, comme je vous ai dit, on évite les caractères spéciaux. Donc au lieu d'un tiret de liaison, donc je vais mettre plutôt un tiret bas. Voilà. Donc vous allez découvrir en temps réel les fameuses icônes. Donc n'oublions pas, toujours quand vous rajoutez des images dans un dossier, vous êtes obligé de les mettre aussi dans le pubspec. Très bien, hop, hop, hop. Donc je copie 3 fois. Alors il faut faire attention à l'appellation. Alors c'est accounting. Donc je vous épargne cette étape étant donné que vous savez comment ça se passe. Très bien, donc après avoir ajouté les images dans le fichier pubspec, qu'est-ce que je vais faire? Donc n'oublions pas toujours le Flutter. Voilà, il se lance en arrière-plan. Et on le relance manuellement aussi au cas où. Flutter pubget. Très bien, parfait. Je peux retourner à mon fichier principal, qui est le home. Et ici, à la place de color, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rajouter un enfant à l'intérieur de container. Cet enfant, ça sera quoi? Ça sera l'image. L'image qui va remplacer donc cette couleur. Alors je vais les agrandir un petit peu. Je crois que je vais mettre plutôt 80. 80, pareil ici, 80, 80, 80. 80 et 80. Et au lieu de color, qu'est-ce qu'on va mettre? On va utiliser donc child. Et l'enfant qui va être utilisé, donc le widget enfant, ça va être image. Très bien. Et à l'intérieur d'image, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre donc l'adresse directement. Donc ça va être image asset. Très bien. Alors il y a différentes manières. J'aurais pu, par exemple, directement écrire, voilà, donc image asset et donner le lien. Alors, le lien, c'est ici, bon, on va dire par exemple software. Bas. Alors plutôt c'est image, il faut faire attention, il faut donner le path exact, image slash software developer. Très bien, on lance juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Flutter run. Très bien, on choisit Chrome. Tiens, j'ai une erreur. Peut-être que j'ai mal renseigné. Peut-être qu'il manque un Flutter pubget. Donc on va vérifier ensemble. Alors, software. Ah oui, j'ai oublié l'extension. .png. Faut faire attention, l'extension est très importante. Si j'actualise, voilà, c'est bon, parfait. Alors, on va faire la même chose pour les autres. Donc je vais reprendre cette instruction ici, CTRL-C. Je vais la copier là. Donc je vais juste changer. Ici, c'est pas software développeur, je vais mettre à la place par exemple. Donc ici, accounting.
Counting. Donc toujours faire attention à vos extensions. Donc si c'est PNG, si c'est GIF, si c'est JPEG, donc faut faire attention. Alors j'efface ici color pareil. Hop. Et là je vais mettre à la place pardon, de software developer, ça va être strategy development. Strategy development. On actualise. Très bien, parfait. Donc là, vous voyez que j'ai mes 3 icônes en question. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est transformer. Donc, on va transformer ces icônes en différents boutons. Donc là, si vous remarquez, si je clique, rien ne se passe. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter donc un nouveau widget qui va me permettre de transformer donc ces images ou ces icônes en boutons avec une interaction. On va dire que si je clique sur IT, donc ça va m'emmener vers la feuille IT ou vers la page IT. Pareil pour accounting et pareil pour, ici on va dire que c'est stratégie planification. Très bien. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, je vous remontre le code. Donc c'est là nos containers. Donc on avait nos children qui appartenaient au row. Donc là, les containers, chaque container a sa taille et contient aussi. Bon, on va mettre ça à la même ligne, très bien. Donc on n'a pas besoin de la virgule ici. Pareil. Voilà, très bien. Donc chaque container représente, donc on va dire ici, je vais mettre ça en commentaire. Donc ça c'est département IT. Voilà. Là, c'est département finance. Voilà, finance compta. Et ici, c'est département planification. Département planification. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer donc nos containers, nos images, ici, qui sont dans le container, on va les transformer en boutons cliquables qui vont nous emmener vers d'autres pages. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un autre widget. Alors l'autre widget en question, c'est je vous l'avais montré un petit peu plus tôt dans la description, pardon, dans le cours, c'est le Gesture Detector. Là, on va dire, si on traduit, c'est la détection de gestes. Alors dans la détection de gestes, qu'est-ce que j'ai? Donc dans une application mobile, je peux cliquer une fois, je peux double-cliquer, je peux enfoncer mon doigt, et ainsi de suite. Alors le Gesture Detector contient 2 éléments. Alors le premier élément, ça va être la fonction. Alors la fonction, là vous avez le choix. Par rapport aux différents choix qui s'offrent à nous, on peut utiliser par exemple le on-tap. Donc si j'écris on, là vous voyez j'ai on double tap, donc si je tape 2 fois, si je garde mon doigt enfoncé, si je garde très longtemps, donc là il y a énormément d'interactions que je peux avoir avec le bouton. Là on va garder une interaction simple, c'est uniquement quand je clique. Donc on tap. On tap, très bien. Alors là, dans le gesture détecteur, il faut savoir une chose, c'est que vous allez avoir 2 éléments. Vous allez avoir non seulement tout d'abord la fonction que vous allez implémenter, et en plus de ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le container en question. Alors, juste après, donc je prends ce container là, CTRL X, et je vais le mettre à l'intérieur. Alors, voyons voir. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce qui manque. À votre avis, donc le temps que je corrige, que je remette ça en place, à votre avis, qu'est-ce qui manque et pourquoi est-ce que j'ai une erreur? Donc je répète, le gesture detector contient 2 éléments. Donc le premier élément, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de la fonction. Et pour le deuxième élément, il s'agit donc du container qui va contenir ici notre image. Alors, je pense que vous avez deviné. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici, étant donné que container est un widget qui se trouve à l'intérieur d'un autre widget. Donc nous devons rajouter le terme child. Et voilà. Très bien. Alors si vous remarquez, donc le gesture detector, j'ai tout premièrement la fonction, donc qu'est-ce qui va se passer, l'interaction que je vais avoir, et la deuxième des choses, qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc le container qui contient mon image. Alors on tap, ici, la fonction que je viens implémenter, c'est un navigator push. Donc ça va me permettre de naviguer, donc c'est une notification, une sorte de notification push, ça va me permettre de naviguer entre plusieurs pages. Alors navigator push, là je garde en premier paramètre le terme contexte, donc pour dire que ce qui va se passer, ça va concerner directement le gesture détecteur. Ensuite, je vais rajouter un autre widget qui va être le matériel page route. Alors le matériel page route, on va dire c'est là où je vais mettre le path qui va m'indiquer ou qui va m'envoyer vers la page en question. Matériel path.
Alors builder, étant donné que c'est une fonction, et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre contexte, donc toujours pour savoir que je fais référence, on va dire au widget source, donc contexte. Après, donc, égale une affectation, donc c'est une sorte d'affectation. Et là, je vais donner le nom, on va dire, de la page, ou de la classe où je vais aller. Alors, je vais l'appeler la classe IT. Très bien. Alors là, j'ai toujours une erreur. Ok, donc faut pas oublier par contre, ici, il me manque un point virgule. Et là, il me manque une virgule, pardon. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à notre premier gesture detector. Donc on va faire la même chose avec le deuxième container et ainsi de suite. Par contre là, vous voyez, j'ai toujours une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? C'est étant donné que la classe IT n'existe pas encore. On va la créer et vous allez comprendre comment est-ce qu'on va faire. Très bien, on continue donc. Alors, pareil ici pour le deuxième container. Ça va être aussi un gesture detector. Je vais reprendre la même chose ici pour ne pas avoir à me répéter. Alors bien sûr, à l'intérieur, on tape. Parfait. Ici, la virgule. Et je prends le container. CTRL X. Et je le mets juste ici. Voilà, parfait. Alors, pareil ici, le child. On organise un petit peu tout ça parce que là, c'est un vrai brouillon. Donc, gesture detector. Voilà, donc nous avons la fonction onTap. Donc la fonction onTap à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une navigation. Navigation, contexte. Alors, hop, contexte pour que ça soit sur le même niveau. Pour que vous perdiez trop. Builder, très bien. Alors là, ça va pas être la classe IT, mais ça va être plutôt la classe account. Je vais mettre un A majuscule. Très bien. Le container. Et voilà, l'image en question, donc c'est bon. C'est bon, gesture detector, child, donc le container, la largeur, la hauteur et le child. Parfait. Donc pareil, ici contexte, j'ai toujours mon problème, étant donné que cette classe n'existe pas encore. Le dernier en question, ok, donc toujours, je vais prendre le gesture detector. Ça va être comme ça. Hop. Alors je peux reprendre juste la même. Bon, je peux effacer celle-là, je vais juste changer. Alors, ouais, je vais effacer ça. Et je vais reprendre la même classe, je vais la dupliquer. Voilà. Hop. Et j'aurai juste à changer donc deux éléments. Alors je vais changer donc le contexte. Ici, ça va pas être account, ça va être planification. Planif. Très bien. Et là, je vais juste changer donc d'icône. Et l'icône en question, c'était stratégie development. Stratégie development. Tiré bas, faut faire attention. Tiré bas, development. Très bien. Ok, alors comme je vous ai dit, le gesture détecteur, donc ça va être une sorte de détection de l'interaction que vous allez avoir avec l'image. Donc ça peut être un clic, un double clic, vous pouvez défiler et ainsi de suite. Alors le gesture detector, donc ce widget en question est composé donc de deux éléments. Tout premièrement, donc la fonction, ça peut être onTap, ça peut être double tap et ainsi de suite, donc comme on l'avait vu tout à l'heure. Et vous avez aussi l'enfant, donc le child ici qui va être le container qui va contenir l'image en question. Alors maintenant, si vous remarquez, donc j'ai toujours mes erreurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les classes en question. Planif, la classe account et la classe IT. Alors toujours dans mon dossier, lib, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un sous-dossier, new folder, que je vais appeler par exemple département. Département. Et à l'intérieur de ce département, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer trois classes différentes. Alors la première classe, ça va être IT, it.dart. La deuxième classe, new file, ça va être, donc on a dit account.dart. Parfait. Et la troisième en question, donc ça va être new file, ça va être planif. Planif.dart. Parfait. Donc là, j'ai créé mes trois classes en question. Alors bien sûr, on fait un import, Flutter. Donc ici, vous connaissez déjà, on va dire,
les automatismes qui se répètent. Donc ici, on aura besoin du matériel Dart. On va créer un petit objet vite fait. Donc on va juste donner, alors cette fois-ci, je vais l'appeler, alors, si vous vous souvenez, donc si je reviens dans Home, ici, notre classe s'appelle IT. IT avec majuscule. Donc là, je vais changer. Alors, où est-ce que je suis? Ah, je me suis trompé. Oh, c'est pas grave. Donc là, c'est planif. Alors planif, faut reprendre comme c'est écrit avec la majuscule. Alors je vais copier-coller pour éviter tous les problèmes. Au lieu de MyWidget, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais sélectionner MyWidget, ou je vais effacer, classe, et à la place, je vais écrire planif. Alors ici c'est const. Voilà, très bien. Parfait. Même chose pour IT. Alors je vais juste recopier ici. Hop. Donc là, je vais juste changer à la place de planif, pardon, ça va être IT. Pareil ici, IT. Très bien. Et dans account, pareil. Donc juste ici, il faut faire attention à comment c'est écrit. Normalement, c'était avec une majuscule. Account, voilà, il a reconnu, super. Et pareil, account. Très bien. Bon, je vais juste rajouter, donc pour différencier, pour que vous voyez, je vais pas mettre énormément de choses à l'intérieur, c'est juste pour vous montrer. Donc par exemple, ici, je vais mettre un scaffold rapide. Alors, scaffold, je vais juste mettre une app bar. App bar, avec laquelle je vais changer de couleur. On va dire, par exemple, je vais mettre, ici, ça va être, donc, text title, title qui va être un texte, et dans le texte à l'intérieur, je vais écrire, par exemple, département finance. Département finance, je vais juste donner une couleur pour que vous voyez la différence. Donc style, ça on l'a déjà fait auparavant, mais c'est juste une petite piqûre de rappel. Donc style, text style, pardon, on va dire. Font size, on va mettre à, on va dire 28. Et la couleur, on va juste changer la couleur. Font size, ici ça va être juste après font size, on va mettre aussi color. Donc color, on va dire colors. On va mettre, on va changer un petit peu, on va pas mettre du cyan, on va mettre du l'orange. Allez, on garde l'orange. Très bien, ok, c'est comme ça. Parfait. Peut-être que je vais rajouter un background color. Alors, il faut que je sorte ici le background color. Voilà, background. Alors là, par contre, ça va être le background, pas de la barre. Alors, il faut que je sorte de là. C'est plutôt après texte, ouais, après texte. Ici, je vais mettre background. Très bien, background color. Donc, background color, c'est au même niveau que style. Le background color, donc c'est pour toute la couleur de l'app bar et non pas uniquement l'arrière-plan du texte. D'accord? Donc ici, la couleur, je vais mettre color. Oups, voilà. Color. Ah, pardon. Color. Alors, j'aurais dû mettre RGBO. RGBO, on va dire 42, 42, 42. Et l'opacité, on va la mettre à 2. Voyons voir ce que ça donne. On va mettre un truc comme ça. Voilà, très bien. Bon, je vais reprendre la même chose pour ne pas trop me casser la tête. Ok, CTRL-C. Alors ici dans IT, pareil, je vais juste changer peut-être la couleur. Là, je vais mettre, on va dire en... Ouais, un mauve, très bien. Sur un fond, alors le fond, on va le mettre... Bon, ça va être catastrophique, mais c'est juste pour que vous voyez. Donc ça, c'est par rapport à IT, très bien. Et on va faire la même chose avec planif. Ok, donc on va choisir pour la couleur, on va choisir en... Allez, pour la couleur du texte, ça va être un rouge brique. Et pour l'arrière-plan, donc pour l'arrière-plan, on va choisir un orange pâle. Ouais, on va rester là. Très bien. Alors là, si vous remarquez, donc toujours le problème, toujours l'erreur. Alors pourquoi? C'est parce que je n'ai pas encore fait appel, étant donné que là c'est de la modularité. La classe IT se trouve séparée de la classe Home, ainsi que la classe Account, ainsi que la classe Planif. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Étant donné que c'est des modules
qui sont séparés de la classe principale, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis obligé d'importer les classes en question. Donc import, très bien, package, app manager, département. Donc là vous voyez j'ai déjà le listing, très bien, donc ça va être account. Et on va dupliquer ça. Alors une fois ça va être IT. Et là ça va être planif. Très bien. Donc normalement je devrais plus avoir d'erreur. Contexte IT. Normalement ça devrait le faire. J'ai plus vraiment d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Add-on inside, widget builder. Is fix. Normalement c'est bon. Je crois qu'il y a juste problème de mise à jour. Il ne s'est pas encore mis à jour parce que là c'est bon. Ouais, on va lancer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Si je clique sur R, bon, je vais fermer. Parfois, ça peut être tout bête, mais si je réécris alors contexte, donc si je réécris contexte, et là, je remette, pardon, égal, supérieur à une affectation à nouveau, alors normalement, je devrais avoir mon IT, la classe IT. Non, toujours le même problème. Attendez, normalement, ici, je rajoute la parenthèse. Alors, il y a encore une erreur. Ici, push, je crois que j'ai oublié une virgule. Ah ouais, ouais, voilà. Donc là, très bien, parfait. Alors des fois, il faut juste effacer. Ah oui, j'avais oublié de mettre contexte entre parenthèses, pardon. C'est ça le problème. Contexte, parfait. Donc c'est tout ce qui me manquait. Donc, et c'est vrai, le contexte, ici, doit être entre parenthèses. Très bien. Donc, je relance. Flutter, run. Hop. Très bien, donc j'ai mes icônes. Si je clique sur IT, automatiquement, donc là, ah, département finance, ouais, j'avais pas changé. Donc on va rectifier ça tout de suite. Alors IT, c'était ouais, c'est département IT. Parce que j'avais copié-collé directement. Alors département finance, et ici c'est département planification. On va dire planification. Très bien, parfait. Je relance donc mon application. Donc il faut toujours effectuer plusieurs tests parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Et c'est bien aussi de faire appel à d'autres collègues pour qu'ils puissent tester votre application. Très bien, donc si je clique sur IT, voilà, vous voyez département IT directement. Là, vous avez directement le bac, ce qui est bien. Si je reviens ici, voilà, département finance, parfait. Et département planification. Très bien. Voilà, donc là, il m'a suffi juste de cliquer, étant donné que j'ai dit on tap et non pas on double tap. Donc, je clique une fois, automatiquement, je serai envoyé vers la page en question. Alors, juste pour répéter, petite piqûre de rappel, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout d'abord, donc, le padding. Le padding, donc, c'était pour espacer mes éléments l'un de l'autre. À l'intérieur de ce padding, j'avais donc un child, qui était le container. Après, pour dispositionner, enfin, pour positionner mes éléments de manière horizontale, pardon, j'ai rajouté, donc, à l'intérieur de mon container, j'ai rajouté le row. Donc, c'était un enfant. Et à l'intérieur de ces enfants, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté tous les boutons, ou plutôt toutes les images qui servent de boutons. Là, on n'a pas encore introduit le widget button. Alors, le premier child, puisque row prend plusieurs enfants, le premier child était un gesture detector, un détecteur de gestes. Le gesture détecteur qui, lui-même en question, est composé de deux éléments. Donc, comme je vous ai dit, la fonction donc, qui va me permettre d'interagir avec cet objet-là, donc ce widget, et le widget en question. Donc là, ici, nous avons la fonction onTap, navigateur push pour dire que je vais naviguer entre plusieurs pages. Navigateur push prend deux éléments, donc contexte pour savoir que je fais référence à, on va dire, au widget parent, matériel page route, donc pour donner le path là où je dois aller, et à l'intérieur, ça va être builder, parce qu'en même temps, il joue le rôle d'une classe. Builder, donc c'est pour créer ma classe, donc c'est le constructeur de la classe. Contexte entre parenthèses et une assignation ou une affectation vers la classe en question. Donc ici qui est la classe IT. IT qui est ici. Voilà, classe IT.
Très bien, donc on a fait pareil avec les autres. Donc aussi pour le département de finance, donc c'est la même chose, c'est la même fonction qui se répète, c'est juste les icônes qui changent. Et pour le département de planification. Alors, si vous remarquez, là j'ai eu plusieurs widgets à l'intérieur de widgets, à l'intérieur de widgets. Donc à un certain moment, on se perd au niveau hiérarchique. Donc quel widget est incorporé dans l'autre, et ainsi de suite. Quel widget a des child, quel widget a des children, et ainsi de suite. Et quel genre d'enfant c'est. Donc là, à un moment, on va se perdre. Alors, pour cela, je vous conseille donc toujours de modéliser votre application, donc de la conceptualiser, avant de passer à la programmation. Mais si en cours de programmation, vous voulez, donc vous vous perdez à un certain niveau hiérarchique, il y a un outil très intéressant quand vous installez donc le plugin Flutter, donc l'extension Flutter sur Visual Studio Code. Si vous remarquez, là vous avez un F, le F de Flutter. Donc si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce qu'on appelle l'outline. Alors l'outline, c'est quoi? C'est la hiérarchie de tous les éléments. Donc si j'agrandis un tout petit peu, voilà. Donc la hiérarchie des éléments de mon application. Alors ici par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon scaffold. Donc le scaffold, c'est le widget principal. Ce même widget est composé de deux widgets qui sont l'app bar. Alors à l'intérieur de l'app bar, j'ai des paddings. Donc j'ai des paddings, c'était pour espacer, si vous vous souvenez, donc les icônes et ainsi de suite. Et à l'intérieur du padding, donc qu'est-ce que j'ai? Donc là c'est le body. J'ai mon container. Le container qui était avec la couleur. Dans ce même container, j'avais les rows. Et dans ces mêmes rows, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs gesture détecteurs. Et dans chacun des gesteurs détecteurs, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux éléments. J'ai la fonction en question, donc qui va faire appel à l'autre classe, et j'ai le container, donc qui lui aussi contient une image. Donc là, si vous remarquez, vous avez une hiérarchie, donc ça va vous aider à conceptualiser et à mieux modéliser et avoir une idée du produit final. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo assez longue, donc relativement longue par rapport aux autres. Donc c'était pour introduire tout ce qui est scaffold, app bar, body, donc les différents types de textes, comment est-ce qu'on peut interagir avec les boutons aussi, comment est-ce qu'on peut importer une nouvelle police, comment est-ce qu'on peut aussi rajouter des assets, donc comment configurer notre PubSpec. Donc c'est une vidéo, comme je vous ai dit, qui est un petit peu longue, donc étant donné qu'on introduit énormément de bases, les bases qui vont nous servir à aller encore plus loin dans la programmation mobile. Donc j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.